On va voir maintenant une version un peu plus avancée, entre autres des modèles phrase-based, qu'on appelle les modèles log linéaires. Dans l'approche statistique qu'on a décrite jusqu'à maintenant, on supposait toujours qu'on avait deux modèles, c'est-à-dire un modèle de traduction qui allait dans le sens inverse, qui était combiné avec un modèle de langue. Puis en plus, on a des pénalisations qu'on ajoutait éventuellement sur la longueur. Mais essentiellement, tu avais ces deux composantes-là qui étaient particulièrement importantes dans l'approche statistique utilisée par plusieurs méthodes. Plus récemment, on commence à voir de plus en plus des approches qui sont aussi statistiques, mais qui utilisent une autre façon d'approcher le problème. En fait, d'une certaine façon, on va essayer de s'attaquer au problème plus directement en définissant un modèle P de E étant donné F directement. Donc, plutôt que de passer par un P de E étant donné F en modélisant en fait la jointe, c'est-à-dire en définissant une distribution P de F étant donné E, puis une distribution marginale sur E qui est le modèle de langue qui est P de E, on va essayer d'entraîner un modèle directement à avoir un bon modèle de la langue en anglais, étant donné une langue des données dans une autre langue. Donc, il y a un parallèle à faire entre cette approche-là, puis les deux types d'approches qu'on a vu en classification de documents, qui est l'approche générative et l'approche discriminante. Ça, c'est essentiellement une approche discriminante, c'est-à-dire qu'on va définir un P de cible étant donné entrée directement, tandis que dans l'approche qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est plus une approche générative, où finalement, on avait les deux composantes, c'est-à-dire on avait les composantes nécessaires pour avoir un modèle génératif, c'est-à-dire un modèle joint sur la langue E et la langue F. Okay? Donc ça, c'est un peu le penchant discriminant de l'approche générative qui, jusqu'à maintenant, est celle qu'on a explorée dans le cours. Le genre de modèle qui est utilisé actuellement, c'est des modèles log linéaires. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va modéliser P de E étant donné F comme étant l'exponentielle d'une somme linéaire de différents feature functions qu'on appelle. Donc, on va avoir M composantes, M feature function. Chacun va être pondéré par son paramètre lambda M. Puis, la feature function, qui est ce terme-là ici, on peut le voir comme une espèce de vote, à savoir à quel point E et F fit bien ensemble, sont des bonnes traductions un de l'autre. Donc, cette approche-là suppose qu'on a défini ces feature functions-là. Et pour entraîner un modèle log linéaire comme ça, ça va correspondre à entraîner finalement les paramètres lambda qu'il y a ici. Pour voir au dénominateur, on doit faire la somme sur toutes les traductions possibles pour qu'on ait bel et bien une distribution. Donc, lorsqu'on fait une traduction, comme on l'a vu précédemment, ce qu'on veut faire, c'est trouver la traduction E qui maximise la probabilité de E étant donné F. Puis, étant donné que dans un modèle log linéaire, P de E étant donné F, c'est l'exponentielle de cette somme-là, avec un dénominateur ici qui finalement ne dépend pas de E, il dépend juste de F. Mais si je veux maximiser par rapport à E, finalement, j'ai juste à maximiser ce qu'il y a à l'intérieur j'ai juste à maximiser le numérateur. Puis, vu que l'exponentielle, c'est une fonction croissante, j'ai juste à maximiser la somme des feature functions. Donc, faire la traduction, le décodage, ça serait maximiser ce terme-là ici. Quel genre de feature functions sont utilisés en pratique? En fait, on va réutiliser plusieurs des composantes qu'on a déjà vues. On va ajouter dans les feature functions un modèle de langue. C'est-à-dire, finalement, ça va être une feature function qui ignore, qui ne regarde pas du tout F. Il fait juste regarder E. Une autre feature function, ça pourrait être un modèle de traduction de E vers F, comme on a dans le modèle phrase-based qu'on a vu précédemment. Mais on pourrait aussi ajouter une feature function qui va dans le sens inverse, qui regarde, en fait, justement, un peu plus directement à quel point E est bien traduit à partir de F, où on ferait un certain alignement entre les syntagmes, comme dans l'approche phrase-based précédemment. Okay, donc, ce P de E étant donné F, ce n'est pas le P de E étant donné F que j'ai montré précédemment, c'est celui qu'on obtiendrait d'un modèle phrase-based avec des phi de F et E, mais qui irait dans le sens inverse de ce qu'on a vu précédemment. Parfois, on va ajouter des probabilités de traduction qui ne seront pas juste un compte du nombre de fois, par exemple, que le syntagme ou la phrase E bar a été traduite par F bar, mais on va avoir aussi des versions qu'on appelle lexicalisées, qui sont un peu plus, c'est plus vraiment des probabilités, c'est plus des scores, c'est-à-dire que si on a un syntagme F bar qui est
un premier mot, puis un deuxième mot, puis un autre syntagme E bar qui serait, disons, 3 mots, bien, on va calculer une espèce de mesure en regardant à quel point E1 pourrait traduire F1 ou F2 et regarder finalement tous les pairages comme ça, tous les aliments possibles, puis combiner ça ensemble pour avoir ce qu'on va appeler une version lexicalisée des probabilités de traduction. Donc, on dit que c'est lexicalisé parce que ça dépend des mots à l'intérieur du syntagme. Donc, ça utilise finalement le lexique, le vocabulaire. Ça ne fait pas juste traiter une observation d'un syntagme comme une observation différente de toutes les autres, même s'il y a juste un mot qui est différent, par exemple. Donc, on va ajouter plein de genres de scores de traduction comme ça. Parmi les feature functions, on va ajouter des pénalités au niveau des mots, au niveau des syntaxes. Donc, il y a plein de choses qu'on peut ajouter finalement dans la liste des feature functions. Puis, il y a des travaux de recherche pour essayer de développer des feature functions qui sont de mieux en mieux. J'en dis pas plus, mais pour avoir des références sur des travaux de recherche qui sont intéressés à ça, vous pouvez aller voir dans le livre dans la section 25.12. Et typiquement, ces modèles-là, en fait, la façon qu'on va traiter les paramètres lambda m, en fait, on va les traiter un peu comme des hyperparamètres. C'est-à-dire que les feature functions, elles vont être entraînées sur l'ensemble d'entraînement. Puis finalement, les lambda m, c'est un peu comme des hyperparamètres qui sont entraînés à combiner ensemble tous ces sous-modèles-là, qu'on appelle des feature functions ici, mais qui sont quand même assez complexes, qui font chacun finalement des espèces de modèles qui votent pour différents types de traductions. Donc, on va souvent les traiter comme des hyperparamètres, c'est-à-dire qu'on va les entraîner, ces paramètres-là, sur un ensemble de validation, en fait. Okay. Puis, comme on fait pour d'autres types de paramètres sur l'ensemble de validation, on pourrait y aller par essai et erreur, faire une espèce de grid search, donc essayer différentes combinaisons de valeurs sur une grille qu'on a déterminée. Mais en fait, il y a eu pas mal de travaux sur essayer de déterminer, de dériver des méthodes un peu plus intelligentes pour faire cet apprentissage-là, cette recherche-là dans l'espace des paramètres lambda m. Un qui est souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle le Minimum Error Rate Training, MERT, qui va optimiser assez directement en fait, la métrique bleue sur l'ensemble de validation. Ce n'est pas une méthode de style grid search, c'est vraiment une méthode d'optimisation qui a été adaptée au score bleu pour essayer d'optimiser le score bleu du modèle log linéaire. Mais il existe plusieurs d'autres. Encore une fois, c'est un thème de recherche qui actuellement est quand même assez actif. Encore une fois, vous pouvez en apprendre plus dans les références du livre à la section 25.12.